Et si on se disait que le langage qui fait tourner nos ordinateurs, nos téléphones, bref, toute notre vie numérique, eh bien ce langage n'a pas été inventé au XXe siècle, ni même au XVIIe, mais qu'il plonge ses racines dans une sagesse vieille de plusieurs milliers d'années. C'est l'histoire assez incroyable qu'on va explorer ensemble. Allez, on plonge dedans. La question, c'est vrai, peut sembler un peu folle, mais la réponse, elle se trouve dans la rencontre totalement improbable entre un mathématicien allemand de génie et un empereur chinois quasi mythique. Bon, l'histoire qu'on connaît plus ou moins tous, c'est celle-là. Gottfried Wilhelm Leibniz, un esprit brillant du XVIIe siècle, a une idée fulgurante, le binaire. Et c'est pas faux, il l'a bien eu cette idée. Sauf que son intuition, aussi géniale soit-elle, était probablement destinée à finir dans les oubliettes de l'histoire, sans une intervention complètement inattendue. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on rembobine un peu. Retournons à l'époque de Leibniz, au moment où il a cette idée. Une idée dont personne, mais alors personne, ne voulait à l'époque. On est à la fin des années 1600. Leibniz est un peu obsédé par une quête, un projet monumental, créer ce qu'il appelle une langue universelle. Son rêve, c'était de pouvoir décomposer n'importe quelle pensée humaine, même la plus complexe, en une série de concepts de base, de briques élémentaires, une sorte d'alphabet ultime de la raison. Et c'est là qu'il a son éclair de génie. Dans un manuscrit de 1679, il imagine un système d'une simplicité radicale. Il propose de tout jeter. Fini les chiffres 2, 3, 4, et ainsi de suite. On ne garde que 2 symboles. Le 0, qu'il associe au vide, au néant, et le 1, qui représente pour lui l'unité, la création, Dieu. Il faut se rendre compte de l'audace du concept. On passe de notre système décimal, bien familier avec ses 10 chiffres, à un monde où absolument tout doit être exprimé avec seulement 2 petits symboles. Et c'est là que ça coince, c'est le mur. Ses contemporains le regardent un peu de haut. C'est une jolie curiosité philosophique, votre truc, monsieur Leibniz, mais en pratique, ça sert à quoi? C'était vu comme un gadget, un jeu intellectuel totalement inutile. Comment voulez-vous faire des calculs sérieux avec juste des 0 et des 1? Bref, son invention est au point mort, rangée au placard. Et l'histoire aurait vraiment pu s'arrêter là. L'idée de Leibniz, direction les poubelles de l'histoire. Sauf que, une lettre va arriver. Une lettre venue de l'autre bout du monde, qui va absolument tout changer. Reprenons la chronologie. Plus de 20 ans après son idée, Leibniz correspond avec un missionnaire jésuite français, Joachim Bouvet. Et ce Bouvet, il vit en Chine, carrément à la cour de l'empereur. En lisant ce que Leibniz lui raconte sur le binaire, Bouvet a un déclic. Il lui envoie en retour un document qui va laisser Leibniz sans voix. Un diagramme des 64 figures du Yi-King. Alors, essayons de nous mettre à la place de Leibniz. Il reçoit ce papier et dessus il voit 64 symboles étranges, des sortes d'empilements de 6 lignes. Certaines lignes sont continues, d'autres sont brisées au milieu. Bon, un vieil artefact philosophique chinois vieux de plusieurs millénaires. A priori, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec des mathématiques. Et c'est là qu'on arrive au moment de la révélation. L'instant où 2 univers de pensée qui n'avaient aucune raison de se croiser vont littéralement entrer en collision et produire une étincelle. Parce que Leibniz, c'est un génie. Au lieu de classer le document, il l'examine de près. Et là, il a un flash. Il comprend que l'ordre de ces figures n'est pas du tout le fruit du hasard. Il y a une logique, une progression mathématique implacable derrière ces anciens symboles. Il sent qu'il tient quelque chose d'immense. Et il trouve la clé de déchiffrage. Et cette clé, elle est d'une simplicité déconcertante. C'est tout simple. Le trait brisé, le symbole du yin, on va dire que c'est un 0. Et le trait plein, le symbole du yang, on va dire que c'est un 1. C'est tout. Ok, alors faisons le test. On prend le premier hexagramme de la séquence, la Terre. Il est composé de 6 traits brisés superposés. On applique notre code, trait brisé égale 0. Ça nous donne donc 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et en langage binaire, ce nombre, c'est tout simplement 0. Ça correspond parfaitement. Maintenant, allons tout à la fin de la séquence. Le dernier hexagramme, le ciel. Lui, il est fait de 6 traits pleins. On traduit 1, 1, 1, 1, 1. Et ce nombre en binaire, ça correspond exactement au nombre 63 dans notre système décimal. C'est incroyable. Toute la séquence, de 0 à 63, est là, parfaitement ordonnée. Et c'est là que tout prend son sens. 64, ce n'est pas un chiffre au hasard. Si on a 6 lignes et que pour chaque ligne, on a 2 choix possibles, un trait plein ou un trait brisé, le nombre total de combinaisons, c'est 2 puissance 6, ce qui fait 64. Pile, le compte est bon. Il n'en manque aucune, il n'y en a aucune en trop. La conclusion est juste vertigineuse. Ça signifie que des milliers d'années avant Leibniz, des sages de la Chine antique avaient non seulement découvert, mais carrément cartographié l'intégralité du système binaire à 6 bits. Ils n'avaient pas l'arithmétique pour calculer avec, c'est vrai, mais le code, l'alphabet, il était déjà là. Et attention, cette distinction est fondamentale. Avoir le code, l'alphabet, ce n'est pas la même chose que de savoir calculer avec. C'est précisément là que les 2 moitiés de notre histoire se rejoignent enfin. Pour Leibniz, ces découvertes, c'est une véritable déflagration. Son système, que tout le monde tournait en ridicule, se retrouve validé par l'un des textes les plus anciens et les plus respectés de l'humanité. Le Yi-King lui donne d'un coup toute la légitimité qui lui manquait. Le binaire n'est plus une simple invention, c'est une redécouverte, une loi fondamentale de l'univers.
En fait, une bonne analogie pour comprendre ça, c'est que se dire que la Chine ancienne a fourni l'alphabet, tous les symboles, tous les mots possibles. Et Leibniz, lui, a écrit la grammaire, les règles qui permettent de combiner ces mots pour faire des phrases, pour faire des calculs. D'un côté, on a un outil pour comprendre l'univers, de l'autre, un outil pour le calculer. Alors, d'accord, c'est une belle histoire, mais concrètement, quel est le rapport avec nous aujourd'hui face à nos écrans? Eh bien le lien, il est direct et la chaîne est très simple. C'est parce qu'il a eu cette validation grâce au Yi-King que Leibniz a osé publier ses travaux sur le binaire. C'est en lisant ses travaux bien plus tard qu'un mathématicien nommé George Boole va développer sa fameuse algèbre booléenne. Et ça, c'est le cœur logique de tous nos circuits informatiques. Autrement dit, pas d'Yi-King, peut-être pas de publication de Leibniz. Pas de Leibniz, pas de Boole. Pas de Boole, pas d'ordinateur. Au fond, l'idée essentielle à retenir, c'est cette fusion. La machine qu'on utilise tous les jours, le smartphone dans notre poche, ce n'est pas juste le fruit de la rationalité occidentale. C'est en réalité l'enfant hybride, l'enfant improbable de la logique du calcul d'un côté et d'une cosmologie millénaire de l'autre. Alors, la prochaine fois qu'on verra une page web s'afficher ou qu'une application se lancera, on pourra y penser une seconde. La machine, elle ne fait pas que manipuler des 0 et des 1. D'une certaine manière, elle récite à une vitesse fulgurante une sagesse ancienne qui a traversé les âges. Une preuve que les plus grandes innovations naissent souvent à la rencontre improbable de deux mondes.